Les douleurs de la hanche, leurs causes et leurs mécanismes, c'est le sujet de cette vidéo. Je suis le docteur Yann Polak. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il est tout à fait possible de guérir durablement les douleurs de la hanche, qu'il y ait arthrose ou pas, sans médicaments ni chirurgie, en annulant simplement le processus qui a créé ces douleurs. Mais pour cela, il faut en comprendre la cause et le mécanisme. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette vidéo, comme les autres vidéos, s'adresse d'abord aux thérapeutes qui veulent augmenter leur performance et rendre leur travail plus intéressant. Il y a beaucoup à dire pour comprendre la cause et le mécanisme des douleurs de la hanche. C'est pourquoi nous ferons cet exposé en 2 vidéos. Il nous faut tout d'abord rappeler quelques notions de base qui ont pu être vérifiées par des centaines de thérapeutes depuis plus de 30 ans. La première notion est que toutes les douleurs de l'appareil locomoteur, sauf en cas de fracture, d'une luxation, c'est-à-dire d'une rupture ligamentaire ou d'une tumeur, sont toujours et uniquement dues à des contractures musculaires. Il faut absolument sortir du schéma douleur articulaire égale arthrose, car il est faux. L'arthrose ne peut absolument pas être cause d'une douleur articulaire. C'est en fait très simple. L'arthrose, c'est la destruction du cartilage articulaire, et puisque ce cartilage n'est pas innervé, il ne peut pas être cause de douleur. Et ce qui confirme notre simple déduction scientifique et de bon sens, c'est que si l'on traite les contractures musculaires par myothérapie, qu'il y ait arthrose ou pas, les douleurs articulaires disparaissent. L'idée que l'arthrose serait la cause des douleurs aboutit trop souvent à la prise continue d'antalgiques qui finissent par avoir des effets secondaires, parfois graves, et qui ne guérissent pas la maladie, ou à une solution chirurgicale qui n'est pas sans risque et qui n'exclut pas les récidives. En France, on pose par an 150 000 prothèses totales de la hanche, PTH, pour un coût moyen de 16 000 €. En 2017, cela représentait 241 PTH pour 100 000 habitants, alors que curieusement, en Israël, on en posait la même année seulement 51 pour 100 000 habitants, 5 fois moins. La deuxième notion fondamentale est qu'il y a 2 sortes de muscles selon le type de fibre musculaire qui y domine. Il y a d'une part les muscles qui produisent les mouvements, ceux qui nécessitent une contraction de faible durée, puisque l'amplitude articulaire n'est pas illimitée, nous les appellerons muscles dynamiques. Et d'autre part, ceux qui maintiennent les positions et les postures, et qui nous permettent de nous tenir debout, ceux qui nécessitent une contraction prolongée, nous les appellerons muscles toniques. Or, seuls les muscles toniques peuvent être contracturés, donc source de douleur, car une contracture est une contraction involontaire prolongée, auto-entretenue de façon réflexe. Ainsi, il nous faut revoir les muscles de la hanche à la lumière de cette notion, afin de comprendre quels muscles peuvent être la cause de douleur, et donc quels muscles il faudrait normaliser. Commençons par le muscle iliopsoas, qui est un très bon exemple. Ce muscle est composé de 2 parties. D'une part, le muscle iliaque, qui s'insère sur la partie antérieure et supérieure de l'aile iliaque, et d'autre part le grand psoas, qui s'insère sur le corps et les apophyses transverses des vertèbres de D12 à L4. Ces 2 chefs s'insèrent par un tendon commun sur le petit trochanter, donc à la face postérieure du fémur, un peu en dessous de son col et de l'articulation de la hanche. C'est à cause de cette insertion fémorale postérieure que le tendon du muscle iliopsoas est réfléchi par la branche pubienne et il y forme un angle proche d'un angle droit pour le psoas et encore un peu plus aigu pour le muscle iliaque. Et de l'anatomie, nous pouvons déduire la physiologie. Le muscle iliopsoas est classiquement considéré comme un muscle fléchisseur de la hanche, ce qui implique que ce soit un muscle dynamique qui créerait un mouvement. Or, l'angle droit, que nous voyons bien ici, n'est évidemment pas compatible avec la notion d'un muscle qui provoquerait un mouvement rapide, comme lors de la marche ou de la course. Mais surtout, il faudrait que le muscle exerce une force colossale pour obtenir même un mouvement minime, l'angle droit sur le trait du muscle faisant que presque toute sa force se perdrait dans la composante de pression contre la branche pubienne. Nous pouvons illustrer ceci avec le schéma suivant. L'angle que fait le muscle iliopsoas est comparable à l'angle que fait la corde qui suspend le grimpeur sur cette image. Si les personnes qui tiennent la corde voulaient remonter le grimpeur, la force nécessaire serait énorme, presque tous se perdant en friction contre l'angle de la falaise.
Ceux qui tirent devraient alors être beaucoup plus nombreux et prier pour que la corde ne casse pas. Par contre, si le but est de maintenir la corde en place pour que le grimpeur puisse descendre en rappel, l'angle constitue un excellent point fixe. Et même une seule personne pourrait suffire pour tenir la corde, car il ne faudrait pas exercer beaucoup de force pour qu'elle ne bouge pas. Pour revenir au muscle iliopsoas, le point de vue classique est, nous l'avons dit, que ce muscle crée une flexion plus ou moins rapide de la hanche nécessaire à la marche ou à la course. La présence de l'angle de réflexion important sur la branche pubienne rend cette hypothèse peu crédible, rien que du point de vue de l'énergie nécessaire pour un mouvement qui serait alors, au mieux, lent et d'amplitude minime au prix d'un effort épuisant, et totalement incompatible avec la course ou même la marche. D'autant qu'il faut tout de même soulever le poids de la jambe, soit près d'un quart du poids du corps, ce qui, même pour un muscle dont le trajet serait rectiligne, demanderait déjà beaucoup de force. Par contre, comme pour l'exemple du grimpeur, cet angle est un excellent point fixe pour permettre au muscle de maintenir une position tout en dépensant peu d'énergie. L'iliopsoas n'est donc pas un muscle dynamique de mouvement, mais un muscle tonique qui maintient une position. Quelle position? Il y a deux cas de figure. Si le pied est posé, le muscle maintient l'antéversion du bassin et du rachis lombaire, le point fixe étant le fémur. Ce qui, en équilibre avec l'action opposée du muscle grand fessier, permet la position érigée du corps sur les deux structures sphériques, donc instables, que sont les têtes fémorales. Le muscle iliopsoas travaille donc en permanence en station debout, ce qui est confirmé par les enregistrements électromyographiques. L'autre cas de figure se présente si le pied n'est pas posé, donc que la hanche est déjà plus ou moins fléchie par un autre muscle, un muscle de mouvement dynamique donc. Cette fois, le point fixe de l'iliopsoas devient le rachis lombaire et l'aile iliaque, et le muscle va maintenir la flexion de la hanche. C'est pourquoi, paradoxalement, un enregistrement électromyographique va constater que le muscle iliopsoas se contracte pendant toute la flexion, mais ce n'est pas pour créer celle-ci, c'est pour pouvoir au fur et à mesure maintenir cette flexion instantanément, quel que soit l'angle créé par le muscle dynamique. Ceci est dû au fait que les muscles toniques ont une petite latence à leur contraction, qui ferait que la jambe serait déjà en partie retombée par son poids, le temps que la contraction de l'iliopsoas soit efficace, s'il ne se contractait qu'une fois l'angle de flexion désiré atteint, c'est-à-dire au moment seulement de prendre le relais du muscle dynamique fléchisseur pour maintenir la position de flexion. Ce muscle tonique doit donc, comme tout muscle tonique, se contracter dès que le muscle dynamique synergique se contracte pour être toujours prêt à maintenir la position créée par celui-ci. L'iliopsoas est donc un muscle tonique. Il peut donc être contracturé. S'il avait été un muscle de mouvement dynamique, ce n'aurait pas été possible. Et sa contracture est la principale cause des douleurs de la hanche. La place et le temps nous manquent pour tout voir ici, car il nous reste encore beaucoup de choses à dire. Nous poursuivrons donc cet exposé dans une deuxième vidéo. Je vous y donne rendez-vous pour la suite. Nous y verrons les autres muscles potentiellement impliqués et les possibilités thérapeutiques qui en découlent. À bientôt!